heures, je déclare ouverte la 3101e réunion de la 112e session du Comité des droits de l'homme. Et ce matin, nous poursuivons l'examen du second rapport périodique du Burundi. Vous vous souviendrez que la délégation hier nous a présenté son rapport ainsi qu'un résumé des réponses de la liste des points à traiter. Puis nous avons entamé la première salve de questions à laquelle la délégation a apporté des réponses. Et nous allons maintenant passer aux questions de suivi, aux questions complémentaires, si les membres du comité souhaitent réagir à ce qu'ils ont entendu hier après-midi. Je vais donc donner la parole aux collègues qui ont marqué leur intérêt hier après-midi. J'ai une liste d'orateurs sous les yeux. Le premier orateur sur ma liste, c'est Madame Chanet. Madame Chanet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de souhaiter la bienvenue, même si c'est un peu tardif, à la délégation du Burundi et à vous, Madame le Ministre, qui hier nous avez apporté beaucoup d'informations et je considère, enfin, quand la liste tout à fait impressionnante des instruments auxquels vous avez adhéré. Et j'ai entendu, je me demandais si ce n'était pas un rêve, que vous alliez adhérer au premier protocole facultatif en même temps qu'au deuxième. Et ça, c'est effectivement, si c'est le cas, une très bonne nouvelle. Sur l'état d'urgence, vous avez, avec beaucoup de franchise, constaté que dans votre constitution, il n'y avait pas beaucoup d'explications sur l'état d'urgence. Vous avez simplement dit que le Parlement ne devait pas être dissous. Et vous avez ajouté que peut-être faudrait-il, pour aller dans le sens du pacte, compléter cette constitution et que vous le feriez à la faveur d'une modification constitutionnelle. Alors peut-être pourriez-vous envisager de le faire par la loi, parce que dans la mesure où le pacte est incorporé dans votre droit interne et qu'il prévoit dans l'article 4 des droits non dérogeables, il n'est pas nécessaire de faire une modification constitutionnelle pour simplement appliquer cette disposition du pacte. Il me semble, connaissant un peu votre ordre juridique interne, qu'une loi, peut-être une loi organique, serait tout à fait suffisante. La dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, j'ai d'autres questions sur la garde à vue, sur les états généraux de la justice, mais ça c'est dans la deuxième partie. C'est une remarque que vous avez faite hier, Madame le Ministre, sur la distinction concernant les personnes, les défenseurs des droits et les journalistes qui agissent à titre privé et que, même s'ils doivent bénéficier d'une protection lorsqu'ils agissent à titre professionnel, lorsqu'ils agissent à titre privé, ce n'est pas la même chose. Ils doivent subir la loi comme n'importe quel citoyen. Je voulais simplement appeler votre attention sur la chose suivante. Il est bien évident que si un journaliste ou un défenseur des droits tue sa femme ou a un accident de voiture, certes, il doit subir la loi de la même manière. Mais si, en revanche, dans le cadre de ses fonctions, un journaliste, par exemple, qui dépasse les prescriptions de la loi sur la presse, alors là, étant partie au pacte, vous ne pouvez pas dire on doit appliquer la loi si cette loi a des aspects liberticides et ne correspond pas à ce qu'elle doit être conformément au pacte. Vous avez les articles 19, 20, 21 et 22 du pacte qui prévoient des libertés publiques, des libertés fondamentales. Ces lois, elles ne peuvent pas être selon le bon vouloir de votre législateur, dans la mesure où vous êtes partie au pacte. Elle doit répondre à certaines exigences.
Et pour déroger aux droits fondamentaux qui sont compris dans ces textes, il faut que la loi applique un certain nombre de principes et l'application de la loi elle-même, y compris le principe de proportionnalité. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple. Lorsque la personne déroge à une loi, il faut déjà se poser le problème, de votre loi. Est-ce qu'elle est conforme au pacte? Est-ce qu'elle entre dans les dérogations possibles à ces principes? Et est-ce que son application elle-même revêt un caractère conforme au pacte? C'est une question que nous reprendrons, je pense, dans la deuxième partie. Mais là, je voulais simplement attirer votre attention sur le caractère qui n'est pas absolu de la loi quand on a ratifié un instrument international. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame Chanet. Le prochain orateur sur ma liste est Monsieur Flinteman. Mr. Flinteman, you have the floor. Merci, monsieur. J'aimerais remercier Madame la ministre pour ses réponses étoffées qu'elle a fournies hier. J'aimerais parler de la dépénalisation de l'homosexualité. Et dans vos réponses, Madame la ministre, vous nous disiez hier que les informations auxquelles je faisais allusion n'étaient pas vraiment fondées. J'ai pourtant fait allusion donc à un décret ministériel émanant du ministre de l'Éducation prévoyant donc l'expulsion ou la non-acceptation de certains étudiants au motif de leur homosexualité. Alors j'ai fait certaines vérifications hier soir afin de vérifier la véracité des informations dont je disposais et j'aimerais indiqué, et je vais vous donner lecture donc de ce que j'ai sous les yeux en français. Numéro 620-613 du 7 juin 2011, article 9. That particular article, article 9. Cet article, donc, l'article 9, légitime ou rend légitime l'expulsion de certains élèves et ce au motif de leur homosexualité ou au motif que l'on sait de sources sûres qu'ils entretiennent des relations homosexuelles. Alors, j'aimerais, Madame la Ministre, que vous confirmiez mes dires. Qu'en est-il exactement de cette ordonnance ministérielle? Et puis, certains ont attiré notre attention sur deux affaires concrètes pour lesquelles cette ordonnance a justement été appliquée. J'aimerais donc que vous éclairiez ma lanterne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Flinterman. Madame Majodina, vous êtes la suivante. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, j'aimerais remercier la délégation pour les réponses circonstanciées qu'elle nous a fournies hier. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, je n'ai pas le sentiment de vous avoir entendu me répondre à plusieurs éléments évoqués au titre du point 9. Je souhaitais savoir ce qui constituait des exécutions extrajudiciaires au titre du droit burundais. Et je souhaitais savoir comment vous pensiez que l'interprétation de ces dispositions était conforme au droit international. J'ai posé cette question sur base d'un rapport publié en 2013 par l'une des commissions d'établissement des faits qui devait faire la lumière sur des allégations de violation des droits de l'homme. Sur base de ce rapport, il semblerait en effet que des exécutions extrajudiciaires aient été perpétrées et que, à votre sens, ou au sens du droit burundais, eh bien, ces exécutions n'aient pas été considérées, n'aient pas constitué, à proprement parler, des exécutions extrajudiciaires. Alors, j'aimerais que vous m'en disiez davantage là-dessus et sur l'interprétation que vous faites de ces pratiques. Autre question qui porte toujours sur les exécutions extrajudiciaires. La plupart de ces exécutions perpétrées entre 2010 et 2012 restent encore non résolues. Alors, j'aimerais savoir exactement où en est l'état d'avancement des travaux, où en est l'enquête, si tant est qu'une enquête ait été diligentée et qu'elle soit encore poursuivie. Ensuite, j'aimerais aborder le point 10,
Je vous présente mes excuses. J'ai commis une erreur. En effet, hier, le Burundi a signé et ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture. Il s'agit là d'un oubli de ma part. Mais je me demandais dans le même temps si vous pourriez m'expliquer les raisons pour lesquelles les autorités n'ont pas mis en place un mécanisme national de prévention conformément aux lignes directrices de l'OPCAT, donc du protocole facultatif à la Convention. En effet, le fait de créer une commission des droits de l'homme est une chose, mais ce n'est pas ce qui est prévu par le protocole facultatif de la Convention contre la torture. Il vous faudrait en effet mettre en place un mécanisme national de prévention digne de ce nom. Enfin, je suis certaine que vous êtes au fait des formations dispensées aux agents de police, notamment. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si, dans ces formations, l'on se penche sur le type d'enquête et des mécanismes à mettre en place dans des cas d'allégation de torture. Voilà, j'aimerais que vous répondiez à ces questions. Si vous le pouvez, je vous remercie. Merci, Madame Majodina. Monsieur Slatescu, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais, pour ma part, aborder les points 23 et 24. Interruption du président. Non, monsieur Slatescu, nous en sommes encore à la première série de questions. Ah, fort bien. Eh bien, alors pour l'instant, je m'abstiendrai et je reprendrai mes questions plus tard. Merci. Monsieur Savioli, vous êtes le suivant sur ma liste. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le président. Et permettez-moi de remercier cordialement la délégation pour les informations qu'elle nous a fournies hier et je me permets également de la féliciter pour l'engagement qu'elle a pris ici publiquement, à savoir de ratifier les 2 protocoles à notre pacte. Il s'agit là d'une volonté de la part de l'État partie de veiller à appliquer, comme il se doit, les droits de l'homme au Burundi. Et nous nous en félicitons. Cela étant dit, j'ai certaines observations de suivi à faire suite aux réponses que vous nous avez fournies hier concernant l'application du pacte au niveau interne. J'ai bien pris note des propos de la chef de la délégation hier, la chef de la délégation qui nous disait que les juges pouvaient invoquer la Constitution et que la Constitution prévoyait les dispositions des pactes et autres instruments internationaux. C'est tout à fait louable, mais le fait qu'un juge puisse invoquer une constitution ne signifie pas pour autant que la constitution prévoit systématiquement en son sein toutes les dispositions d'un pacte. Peut-être pourriez-vous, par d'autres biais, transposer au niveau interne le pacte international relatif aux droits civils et politiques et veiller à ce que les juges et les tribunaux puissent les faire appliquer plus directement. En ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, Madame le chef de la délégation nous signalait hier que la vice-présidente de la Commission elle-même faisait partie de l'opposition, c'est-à-dire qu'elle était représentante d'une commission ad hoc qui élisait les commissaires. C'est un fait, mais il semblerait que cette personne, ainsi que d'autres représentants de l'opposition, se soient retirés de cette commission, et ce parce qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec les processus d'élection des membres de la commission. Et c'est justement ce dont je vous parlais hier. Alors, j'entends bien que le pays est soumis à des restrictions budgétaires considérables, je le comprends tout à fait, raison pour laquelle j'ai d'ailleurs évoqué des pourcentages et non pas des montants chiffrés à proprement parler. C'est-à-dire que vous souhaitez savoir si, au sein du budget, eh bien, le pourcentage des montants alloués à la Commission nationale des droits de l'homme avait diminué ou pas. Je ne souhaitais pas que vous me donniez des chiffres concrets pour m'indiquer, disons, les montants budgétaires alloués à cette commission. Je parlais simplement de pourcentage. Maintenant, j'aimerais aborder la question donc de la responsabilité des fonctionnaires de cette commission en vertu des instruments
internationaux, eh bien, les fonctionnaires publics, disons, ont une certaine responsabilité et l'État est lui aussi responsable des agissements de ses fonctionnaires publics. Il existe des instruments d'ailleurs qui étayent ces théories, comme par exemple la charte africaine des droits des peuples notamment. Tout fonctionnaire public doit, disons, rendre justice et doit pouvoir être jugé, et peu importe les fonctions qu'il occupe, et ne doit pas être exempté de ses responsabilités. Madame Chanet, hier, faisait allusion à un certain nombre d'affaires concrètes qui, d'ailleurs, ont également attiré l'attention de la communauté internationale et qui semblent, disons, mettre en exergue les difficultés que vous connaissez. Thierry Clavé-Boninka, c'est donc un monsieur dont vous connaissez fort bien les circonstances. Je crois savoir que la presse a été victime de diverses persécutions autour de cet incident, et ce malgré le fait qu'aucun délit flagrant n'avait été commis. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment le Burundi réglemente et contrôle le fonctionnement de ces milices, des Imbonerakure, donc ces milices qui commettent des délits qui peuvent ériger à l'état d'infraction ou disons qui pourraient être considérés comme portant atteinte aux droits de l'homme. D'après nos informations, ces délits ne sont pas poursuivis et les contrevenants ne sont pas condamnés. D'après nos informations, très peu d'arrestations ont été effectuées et lorsqu'arrestation il y a eu, les prévenus ont été relâchés au bout de 3 jours. Alors bien évidemment, il s'agit là d'une question qui préoccupe grandement notre comité. Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de poser une question de suivi autour d'une question qui n'a pas été abordée hier, mais qui est étroitement liée à la question des albinos. J'aimerais savoir si vous avez pris des mesures pour protéger tout particulièrement les personnes atteintes d'albinisme qui sont trop souvent victimes d'enlèvements et de trafic d'organes. Je sais que l'État s'est saisi de la question avec le plus grand sérieux, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez mis en place des mesures d'ordre structurel et permanentes pour sensibiliser la population aux droits des personnes atteintes d'albinisme, et ce, afin d'éviter que ce groupe de population ne soit victime de persécutions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Gracias a usted, señor Salvioli. Merci, Monsieur Salvioli. With nobody else on the list, I'm going to permit myself. Bien, alors si personne d'autre ne souhaite intervenir, eh bien je vais me permettre de poser une question et de donner certaines orientations à la délégation. Le président signale également qu'il va s'exprimer en anglais pour éviter toute confusion. En ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, eh bien, notre pacte ne prévoit rien à proprement parler sur les exécutions extrajudiciaires. Notre pacte prévoit simplement que le droit à la vie doit être respecté. Toute infraction au droit à la vie, qu'il s'agisse du fait de fonctionnaires publics, d'autorités ou d'entités agissant parallèlement, si je puis dire, au gouvernement, en les tolérant ou en s'en rendant complice, c'est-à-dire en les acquiesçant, constitue des violations de l'article 6 de notre pacte. Et les exécutions dont nous parlons sont ces exécutions qui préoccupent notre comité. Alors, peu importe que nous qualifions ça d'exécution extrajudiciaire, nous n'allons pas nous appesantir sur le terme. Ce n'est pas le terme qui nous occupe tant que le phénomène en tant que tel. Et j'aimerais que vous nous parliez du phénomène, quels que soient les mots que vous voudrez mettre dessus. Phénomène que vient d'évoquer M. Salvioli également. Alors, j'ai été ravie d'entendre la délégation m'annoncer
qu'elle souhaitait, disons, instaurer une toute autre culture au sein de sa société et qu'elle souhaitait faire changer les comportements eu égard aux homosexuels, puisqu'il semble régner une homophobie assez flagrante. L'article 567 du Code pénal, semble-t-il, a été amendé en 2009 et il prévoit la pénalisation des relations homosexuelles. Alors, est-ce que les sanctions encourues sont plus importantes qu'elles ne l'étaient à une époque ou au contraire, est-ce qu'elles sont plus souples? Je n'ai pas très bien compris pourquoi tout d'un coup vous avez décidé d'ériger ces pratiques à l'état d'infraction, si tel n'était pas le cas auparavant. So with that, the delegation now has... Alors, je remets ma casquette de président et je voudrais poser une question qui touche à la procédure. Plusieurs options s'offrent à nous. Soit je vous donne la parole, Madame le chef de délégation, afin que vous puissiez répondre aux questions de suivi, soit nous poursuivons et nous entamons la seconde salve de questions au titre des points 14 à 27 de la liste. À la suite de quoi, vous pourrez bien sûr prendre une pause pour organiser vos réponses et lorsque vous reviendrez vers nous, vous pourrez répondre aux questions de suivi de la première salve et aux secondes. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Je crois, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il serait peut-être aisé de donner quelques clarifications aux interventions qui viennent de surgir de la salle et puis après poursuivre la deuxième série de questions. Excellent. Alors, vous avez la parole, Madame, pour répondre aux questions qui ont été soulevées ce matin. La parole est à vous, Madame. Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être par après demander à l'une ou l'autre de ma délégation d'épauler un tout petit peu par rapport aux différents éclaircissements. Mais je vais juste commencer pour remercier les intervenants par rapport à l'état d'exception. Pour dire que hier, effectivement, j'avais promis transmettre les préoccupations du comité au gouvernement pour voir dans quelle mesure on pourrait intégrer les différentes dispositions pertinentes par rapport à l'état d'exception dans notre loi fondamentale ou alors dans notre loi interne. Et le conseil qui vient d'être donné, c'est de le faire par une loi organique. Et je dois préciser que, vous le savez mieux que moi, que la loi organique doit être toujours l'émanation de la Constitution, l'émanation de la loi fondamentale. Et cela implique qu'effectivement la Constitution ait précisé cela, qu'il doit y avoir une loi organique qui parle de ça. Et ce qui est possible, c'est peut-être de préparer une loi ordinaire qui n'est pas vraiment l'émanation directe de la loi fondamentale. Et cela est peut-être possible. Je promets toujours de transmettre le message, les préoccupations du comité. De toute façon, à mon avis, mon pays a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et rien n'empêche que nous ayons un texte qui relate les différentes dispositions pertinentes du pacte. Encore que la Constitution, comme vous le dites, Madame, encore que la Constitution a déjà intégré justement le pacte. Ce qui fait que toutes les dispositions pertinentes qui relatent des droits fondamentaux de la personne sont intégrées dans la Constitution et dans les lois qui émanent de la Constitution et dans les lois ordinaires que l'on utilise pour pouvoir trancher, pour pouvoir promouvoir et respecter les droits de la personne humaine. Cela étant, vous posez une question relative au harcèlement à l'égard des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Pour dire que dans le cadre de leurs fonctions, ils ne peuvent pas être harcelés, ils ne peuvent pas être menacés, comme vous le dites. Je crois que j'ai eu le temps de le dire hier et d'expliciter un tout petit peu
que les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme ne sont jamais poursuivis par la justice parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont défenseurs des droits de l'homme. Mais que quand ça arrive, que ces personnalités-là soient poursuivies par la justice, c'est qu'ils ont peut-être commis une faute qui montre qu'ils ont enfreint la loi. Et que la justice est là justement pour pouvoir faire son travail. Ça, c'est normal. Mais que lorsqu'ils commettraient une faute en exécutant leur fonction, eh bien, là, ils ne seraient pas menacés, ils ne seraient pas poursuivis. Lorsqu'il adviendrait qu'il y aurait une erreur de poursuite à l'égard de ces journalistes, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils auraient commis un délit de presse, dans ces conditions, c'est la loi de la presse qui est applicable. Et comme je le disais tantôt, la loi sur la presse a dépénalisé les délits de presse, justement. Mais bien évidemment, a prévu des sanctions alternatives parce que autant l'ordre public doit être sauvegardé et cela, ce n'est pas simplement au Burundi, mais c'est partout ailleurs dans d'autres pays. C'est ma conviction. Et par rapport à la deuxième intervention, la dépénalisation de l'homosexualité, vous avez parlé de décret ministériel, comme j'ai eu l'occasion d'apporter une petite correction, ce n'est pas un décret ministériel. Lorsque c'est ministériel, c'est une ordonnance. Un décret étant l'émanation de la grande décision de la plus haute autorité de l'État, le chef de l'État. Et vous parlez de l'ordonnance ministérielle de 2011, je crois, si j'ai bien compris. Et l'ordonnance ministérielle qui parle de l'expression des élèves quant à leurs actes d'homosexualité. Je dois apporter une précision là-bas, parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation, il y a tout un règlement scolaire qui montre et qui précise comment les élèves doivent se comporter à l'école, comment les écoliers, les élèves, les étudiants doivent se comporter à l'école. Alors pour les étudiants, c'est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ça c'est normal. Alors, il y a eu bien évidemment un règlement scolaire et une ordonnance d'application de ce règlement scolaire. Et il est fortement interdit au Burundi et je crois partout ailleurs, par ailleurs, que des élèves s'adonnent aux actes d'atteinte aux bonnes mœurs de la société. Et ce n'est pas simplement les homosexuels ou les lesbiennes, mais c'est simplement même des élèves qui seraient attrapés en flagrant délit en train comme terme, de faire des relations sexuelles à l'école. Ce serait une atteinte aux bonnes mœurs. Il ne faudrait pas que quand même l'école soit comme un lieu de boîte, comme un lieu de... je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais par rapport à cela, il faudrait promouvoir la bonne éducation des élèves, la bonne éducation des écoliers, la bonne éducation des étudiants. Et toute société doit être régulée de cette façon-là. Il n'y a pas une ordonnance stricte, une ordonnance vraiment comme ordonnance qui stipule les points saillants par rapport à l'homosexualité. C'est une ordonnance qui met en application le règlement scolaire et qui montre quel type de faute un élève peut commettre et comment il est puni. Et par rapport à cela, c'est justement, je crois, le type d'ordonnance dont vous parlez et qui dans l'ensemble, montre comment, justement, à l'école, ça doit se faire. Et je crois que cela n'est pas fait uniquement au Burundi. Je crois que toutes les sociétés sont régulées de la même façon. Et la troisième intervention, c'est par rapport aux exécutions extrajudiciaires. Et de me demander que constituent les exécutions extrajudiciaires au Burundi. Et j'avais essayé ça c'est la troisième intervention, peut-être je vais arriver à l'intervention de Monsieur le Président du comité. J'avais essayé hier de donner des précisions par rapport à cette terminologie. Et je disais que, comme d'ailleurs vient de le souligner le président du comité des droits de l'homme, dans la législation nationale du Burundi, il n'y a pas de terminologie de terme exécution extrajudiciaire. Comme d'ailleurs dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il n'y a pas de terminologie exécution extrajudiciaire. Simplement, ce que nous admettons et ce que vous admettez, c'est que lorsqu'il y a atteinte au droit à la vie,
ça c'est grave. Il faut protéger le droit à la vie des individus, des citoyens. Ça, c'est tout à fait normal. Et non, mon pays a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques pour justement respecter toutes les dispositions qui sont les dispositions pertinentes qui sont stipulées dans le pacte. Et je dois dire qu'au Burundi, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas des cas de violation des droits de la personne humaine. On n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas de cas d'atteinte aux droits de la vie. Il y en a, justement. Je le disais quand j'ai commencé mon exposé hier, nous sommes un pays, mon pays est un pays qui sort de la crise et ce n'est pas toujours évident. Et nous faisons beaucoup d'efforts pour justement assainir la situation et pour redresser toute la situation et avoir une situation saine en matière de droits de l'homme. Et là, nous sommes fortement appuyés par nos partenaires. Il y a des atteintes au droit à la vie, ça je n'en disconviens pas, mais justement, les efforts qui sont fournis par rapport à cela, c'est de voir et d'aboutir à une situation qui respecte pleinement le droit à la vie de nos citoyens. Qu'il y ait des atteintes au droit à la vie, là, ça existe. Mais comme terme exécution extrajudiciaire, je dois dire franchement parlant que je ne saurais pas vraiment beaucoup expliquer par rapport à ce terme-là, parce que je le connais nulle part dans la législation nationale. Et dans la législation internationale, c'est comme pacte international relatif aux droits de la personne humaine. Par rapport aux enquêtes, aux auteurs, aux présumés auteurs qui ont enfreint la loi et qui ont tué, qui sont victimes, qui sont auteurs de meurtres, par exemple, d'assassinats, les enquêtes se font. Je vous ai dit, quand je parlais hier, que justement, les auteurs, les présumés auteurs, qui sont poursuivis pour atteinte au droit à la vie, ils sont poursuivis, ils sont interrogés par la justice. Et beaucoup d'ailleurs, quand il y a des indices sérieux de culpabilité par rapport à cela, beaucoup d'ailleurs sont emprisonnés même, sont mis en détention. Je le disais tantôt. Et vous posez la question de savoir pourquoi les autorités burundaises n'ont pas mis en place le mécanisme national de prévention et de lutte contre la prévention. J'ai eu l'occasion de le dire dans mon exposé d'hier. Et j'ai déjà précisé que le mécanisme national de prévention et de lutte contre la torture est en train d'être mis en place. Et très incessamment, on va vous le communiquer. C'est normal parce que nous avons ratifié la convention, nous avons ratifié le protocole déjà, ça fait peut-être quelques mois. Et bientôt, nous allons, très incessamment d'ailleurs, nous allons mettre en place le mécanisme, nous en sommes conscients. Je l'avais précisé hier. Alors, vous posez la question de savoir si lors de sensibilisation et de formation des officiers de police judiciaire et des magistrats, si nous leur informons sur les mécanismes d'enquête dans les camps d'allégation contre la torture. Et là, nous le faisons, bien évidemment. Je vais peut-être demander à Madame le directeur général en charge des droits de la personne humaine dans notre ministère de vous en donner quelques précisions. Madame le directeur général. Merci, Madame la ministre et chef de délégation. Effectivement, dans la mission assignée au ministère, la Direction générale des droits de la personne humaine, éducation à la paix et à la réconciliation nationale, nous tenons toujours à organiser des sessions de formation à l'endroit des personnes qui doivent appliquer la loi, notamment les chefs de police, les magistrats et autres personnes qui doivent absolument travailler dans ce domaine-là. Et l'année dernière, et même cette année-ci, nous sommes au mois d'octobre, nous avons déjà organisé beaucoup de sessions sur tout le territoire national. Et nous avons constaté que des cas de torture, par exemple, ont beaucoup diminué. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle ou qui était là hier qui peuvent le témoigner parce que nous avons effectué une mission ensemble le mois dernier en Afrique du Sud sur justement la mise en application de la Convention contre la torture.
Et il a avoué, j'étais avec lui, que des cas de torture ont beaucoup diminué grâce à ces sessions de formation. Donc, c'était juste pour appuyer ce que Madame la ministre disait. Merci. Merci beaucoup, Madame le directeur général, de ces clarifications. Et j'aimerais passer à la 4e intervention relative à l'application du pacte au niveau interne. Il y a un membre du comité qui est revenu là-dessus. Et pour vous dire, il a conseillé peut-être de mettre les différentes dispositions pertinentes du pacte dans les lois internes. Et je dois dire que les lois internes que l'on utilise au Burundi, c'est juste par les juges surtout, c'est justement le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code d'organisation et de la campagne judiciaire et différentes lois. Et ces lois, je ne vais pas les citer. Je ne vais pas citer les dispositions pertinentes de ces lois qui sont couramment utilisées par les magistrats, les juges, mais ce sont des lois qui renferment bien évidemment des dispositions pertinentes du pacte au respect des droits de la personne humaine. Ce sont des lois qui sont complètes en cette matière-là, et je ne pense pas qu'il y ait des dispositions qui intéressent le juge de par le pacte déjà intégré par la Constitution et qui ne se retrouveraient pas dans les lois qui sont couramment utilisées par les juges. Je ne crois pas. Bon, on pourrait bien évidemment les relire encore une fois et voir est-ce qu'il y aurait une disposition vraiment tout à fait clé du pacte qui n'est pas intégrée dans les lois internes pour pouvoir aider les juges à pouvoir trancher. Mais sinon, dans ces conditions, on pourrait encore une fois les remettre, ce n'est pas un problème. Mais sinon, je sais très bien que les dispositions pertinentes couramment utilisées par les juges font allusion aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi et qui sont déjà intégrés dans la Constitution. Alors, vous posez la question de savoir pourquoi le budget de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme va en diminuant. Je crois que là, je n'aurai pas vraiment d'autres clarifications à faire. C'est que ce n'est pas simplement le budget de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, mais ce sont également les budgets d'autres institutions qui vont en diminuant. Parce que justement, nous avons son problème de moyens là, au problème de façon générale, du budget général de l'État. Et c'est pour cela que nous faisons toujours allusion à l'appel à la communauté internationale, à nos partenaires, aux Nations Unies, de nous aider, de nous appuyer pour que justement les institutions étatiques de promotion, de protection des droits de la personne humaine et d'autres institutions également puissent bien fonctionner. Mais sinon, si le budget diminue, ce n'est pas de notre faute, ou alors c'est de la situation financière de notre pays liée à notre temps. Et vous posez la question de savoir comment le Burundi contrôle ses milices. Ces milices, c'est Imbonerakure, au regard des atteintes aux droits de l'homme. Là, je dois dire que je ne saurais pas dire aux membres du Comité des droits de l'homme parce que je les respecte beaucoup. Je respecte beaucoup l'institution des Nations Unies. Mon pays, le Burundi, est en état partie aux organes des traités, avec tout le respect que mon pays a aux organes des traités, aux Nations Unies, qui est une organisation vraiment prestigieuse. Mais je dois dire que le gouvernement du Burundi n'entretient pas de milices. Non, par contre. Je crois que le gouvernement du Burundi est un gouvernement responsable, est un gouvernement qui milite et qui se veut vraiment protecteur des droits de la personne humaine et qui a son armée et qui a sa police nationale qui protège le pays, l'État, et qui protège également les droits de la population, les droits de ses citoyens.
Les Imbonerakure dont vous parlez, ce sont des jeunes citoyens, comme tant d'autres, qui travaillent comme les autres et qui sont là avec les autres jeunes citoyens burundais qui, bien évidemment, travaillent avec les autres pour sauvegarder la sécurité du pays. Et toute la population burundaise est appelée à travailler pour consolider la paix retrouvée de façon chère et pour protéger la sécurité de notre pays. Et s'il advient qu'un jeune burundais, nos fils Imbonerakure ou pas, mais un jeune burundais enfreint la loi, il est poursuivi, il est condamné par la justice. C'est ça que j'aurais à dire par rapport à cela. Mais sinon, il n'y a pas de milice au Burundi. Il n'y en a pas. Et j'espère et je souhaite qu'il n'y en aura même pas. Alors, la protection des albinos, c'est vrai que les albinos ont à un certain moment justement été harcelés, débouchant même aux tueries, au massacre des albinos. Mais le gouvernement a pris des dispositions sévères à l'encontre des auteurs de ce crime-là. Et c'est pour cela justement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous n'entendrez jamais parler d'un albinos qui a été victime de quoi que ce soit. Nous avons vraiment pris la question en main parce que c'était des infractions, c'était des crimes, c'était des crimes qui étaient vraiment observés de façon, par surprise, je dois dire. Mais le gouvernement a pris la question en main à tel enseigne qu'aujourd'hui, on est vraiment, on peut affirmer haut et fort que la population albinos est soigneusement protégée par l'État. Ils sont d'ailleurs considérés comme des personnes vulnérables et ils sont protégés de par cet État-là. Alors, l'intervention de l'honorable président du comité des droits de la personne humaine, il m'a demandé de parler justement de l'atteinte du droit à la vie. C'est par rapport au terme exécution extrajudiciaire. Il faut comprendre qu'il m'est même difficile de prononcer ce terme parce que autant, il est vrai, le terme n'était pas connu de la part de la législation burundaise et de la part du pacte non plus, mais simplement l'atteinte au droit à la vie. La vie, c'est un droit fondamental et nous devons le protéger. Nous devons protéger nos citoyens, nous devons protéger notre population contre l'atteinte au droit à la vie. Ça, c'est normal. Et vous verrez que tout l'arsenal juridique du pays parle de la protection du droit à la vie et des autres droits fondamentaux, bien évidemment, mais particulièrement du droit à la vie. Et c'est pour cela, justement, celui qui est attrapé en flagrant délit, par exemple, et hier déjà, quand je parlais dans mon exposé de la permanence pénale, je parlais de ça, justement, quand il y a atteinte au droit à la vie, et surtout de façon flagrante, eh bien, les magistrats, les juges sont vraiment interpellés et tranchent rapidement cette question-là, tranchent rapidement et prononcent le jugement en ayant 48 heures. C'est la réglementation et c'est la politique pénale qui est déjà là. Et on essaie quand même de faire de tout notre possible pour que le droit à la vie soit sauvegardé chez nous. Et, Monsieur le Président du comité, vous posez la question également de savoir pourquoi nous avons érigé en infraction l'homosexualité dans le code pénal burundais.
alors que peut-être avant, il n'était pas érigé en infraction. Effectivement, l'homosexualité n'était pas érigée en infraction dans le code pénal burundais, mais il était prohibé par les mœurs burundaises. Même aujourd'hui, les mœurs burundaises ne tolèrent pas l'homosexualité, ça je dois dire la vérité. Parce que hier, j'ai eu l'occasion de le dire, notre société burundaise n'est pas encore en mesure de tolérer ce genre d'actes. Ça, c'est du point de vue mœurs. Nous savons très bien que nous avons ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques par rapport à tout cela. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà l'année passée au moment de la présentation de notre rapport à l'examen périodique universel, aujourd'hui également, mon pays a toujours demandé la compréhension de la communauté internationale et toujours demandé le temps, le moment à sa société de se préparer et d'évoluer, comme les autres sociétés évoluent. Nous ne condamnons pas les homosexuels d'ailleurs. Même les homosexuels du Burundi ne sont pas condamnés, quoique la disposition se trouve dans le code pénal. Mais nous devons nous dire qu'en dépénalisant ce genre d'acte, qui est déjà pénalisé de par notre code pénal, comme je le disais hier, nous risquerons d'hériter aux mœurs de notre société. Nous demandons encore une fois la compréhension. Une fois que notre société sera à mesure de comprendre que ces actes ne font pas atteinte à ces bonnes mœurs, certainement, nous allons probablement voter une loi qui autorise d'ailleurs les homosexuels à faire des mariages entre les personnes de même sexe. Mais je crois que ce sera dans l'avenir, peut-être, là aussi peut-être, je ne vais pas dévancer les pensées de ma société. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous vous demandons vraiment la toute bonne compréhension. Vous voyez que moi-même, en le disant, je suis un tout petit peu gênée. Parce que je suis de la société burundaise. Mais peut-être que demain, je ne serai pas gênée à le dire. Et je suis convaincue qu'une société évolue. Comme les autres sociétés ont évolué. Peut-être que nous allons évoluer. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous demandons nos excuses par rapport à cela. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la Ministre. Et maintenant, nous venons à la deuxième tranche. S'il y a des collègues qui veulent soulever des questions de suivi, aux réponses de suivi, ils peuvent le faire pendant cette deuxième tranche, deuxième cycle. C'est les questions 14 jusqu'à 27. Et el primer orador en mi lista es el señor Rodríguez Resquia. Tiene la palabra. Je cède la parole à Monsieur Rodríguez Resquia. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais aborder les questions 14, 24 et 25. Je souhaiterais toutefois réagir à vif aux dernières observations que vient de faire la représentante de l'État du Burundi concernant la dépénalisation de l'homosexualité. Bon, je ne souhaite pas prolonger le débat, mais simplement attirer l'attention sur la demande qui nous est faite, que la communauté internationale et ce comité, je ne sais pas exactement comment le dire, mais que nous fassions preuve de compréhension, que nous nous montrions tolérants. Voilà la demande que vous nous faites. Mais ce comité doit faire respecter le droit des personnes, et ces personnes incluent la communauté LGBT. Nous ne sommes pas en mesure de mettre en place une norme distincte conformément aux coutumes. Nous devons
respecter la personne humaine dans son ensemble. Voilà, simplement la précision que je souhaitais apporter. Maintenant, je souhaiterais aborder la question de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et de travail forcé. Bon, l'une des questions que nous avons posées à l'État est restée sans réponse. Le comité a posé la question de l'envoi de statistiques à des fins d'analyse sur les cas de traite. Et ces données devaient être ventilées pour des cas selon des cas sous enquête, des cas en procédure judiciaire et des cas qui avaient déjà fait l'objet d'une condamnation et d'autres cas où l'on avait déjà fixé des réparations, des indemnisations pour les victimes. Nous ne disposons d'aucune information à ce sujet. Par conséquent, je souhaiterais vous demander que l'État nous soumette des documents concernant les statistiques disponibles sur ce sujet. L'objectif est de déterminer, de savoir quelle est la réponse de l'État face à ce problème sur le plan des enquêtes qui pourraient être effectuées. En effet, l'une des manières de lutter contre la traite des êtres humains est de réunir des données. Ce n'est peut-être pas la manière la plus importante, toutefois. Je souhaiterais également parler des politiques publiques, des plans de prévention qui sont mis en place pour lutter contre la traite des êtres humains et pour recenser les problèmes structurels liés à la traite des êtres humains. Que compte faire l'État? Qu'est-il déjà en train de faire à ces niveaux-là? Je souhaiterais comprendre pourquoi l'État n'envoie pas les statistiques. Et je souhaiterais savoir si ces statistiques existent même. Existent-elles? N'existent-elles pas? N'y a-t-il pas une réalisation systématique de bases de données? Et je souhaiterais également savoir s'il y a un problème structurel d'ordre normatif. Y a-t-il l'absence de typification de ce délit dans l'article 242 et 243 du Code pénal? Je relis ces articles et je vois en effet qu'il semble être difficile pour les juges de pouvoir condamner de manière effective les auteurs. En effet, c'est un type de délit pénal ouvert qui ne permet pas aux enquêteurs d'effectuer une enquête sérieuse par rapport à la traite. L'article 3 du protocole de Palerme précise pourtant les choses. Le Burundi a signé ce protocole en 2000 et nous le saluons. Pourtant, en 2010. Pourtant, 4 ans plus tard, l'on n'a pas pris des mesures concrètes pour ratifier ce protocole. Je me demande donc si l'État est en mesure de bien comprendre l'importance de la ratification de ce protocole de Palerme qui permet d'améliorer la lutte contre la criminalité organisée et contre la traite des êtres humains et qui non seulement permet de préciser le délit, mais qui parle également de l'importance de la coopération internationale pour lutter contre la traite. Il évoque également la nécessité de mettre en place des politiques publiques pour lutter contre la traite des êtres humains. Fundamental, y es cuál es la situación de la trata de... Et ce que j'aimerais savoir, c'est justement ce qu'il en est exactement des mesures prises contre la traite. Nous savons que le Burundi est un pays d'origine, notamment pour les femmes, les enfants, les adolescents et autres. Et au niveau interne, j'aimerais savoir justement ce qu'il en est des cas de traite, puisque notre document a eu vent d'informations selon lesquelles il existerait 8 variantes de ce type de traite. Alors, il semblerait justement que la traite soit effectuée à des fins de travail forcé dans les plantations dans le sud du pays. Il semblerait que à Civitoke, il y ait également des cas de travail forcé dans les mines d'or, mais aussi des cas de travail dans les rues des grandes villes.
ou encore des cas d'exploitation et de traite en vue du travail forcé et de l'exploitation des jeunes et des enfants pour juste aller chercher des pierres et autres matériaux à des fins de construction. Il semblerait que certains enfants et jeunes soient obligés de mendier dans un contexte de crime organisé, ou encore des cas de traite à des fins de travail domestique et de services sexuels, ou encore à des fins de tourisme sexuel vers ou provenant de pays de l'Afrique orientale. Et bon, cette liste est longue, je n'entrerai pas davantage en matière, mais d'après ce que je sais, quelques 60 jeunes ont donc été reconnus comme participants à ces réseaux de traite. Je crois également savoir que de très jeunes bébés ont fait l'objet de traite ou de trafic illicite. Alors la liste d'exemples est assez longue et ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vous efforcez de récolter des statistiques pour lutter contre ce fléau. Vous faisiez allusion à un projet destiné à tenir davantage compte de ce phénomène et de l'ériger à l'état d'infraction. Alors, où en est exactement ce projet? Comment entendez-vous harmoniser votre code pénal pour permettre de meilleures enquêtes du délit que constitue la traite? Et dans le droit fil de cette question, j'aimerais que vous fassiez état d'autres mesures adoptées. Vous faisiez allusion hier à une commission de consultation et de suivi des cas de traite. Alors, vous disiez que cette commission existait, ou en tout cas que c'était le cas dans la théorie, mais que dans la pratique, elle ne fonctionnait pas. Alors, qu'entendez-vous faire pour mettre en œuvre, comme il se doit, cette commission de lutte contre la traite? Comment entendez-vous débloquer les ressources nécessaires à une lutte en bonne et due forme contre ce fléau qu'est la traite? Parce que d'après ce que nous savons, eh bien, vous ne disposez pas des ressources vous permettant de le faire. Vous faisiez également allusion à un plan d'action. Mais j'aimerais en savoir davantage sur ce plan. Quel est l'état d'avancement des travaux là aussi? Est-ce que vous pourriez nous donner des explications sur le champ d'application de ce plan, sur son modus operandi? Comment fonctionne-t-il en matière de prévention, de poursuite en justice, de sanctions, de condamnation? Et plus particulièrement, comment peut-il aider et protéger les victimes de la traite? La question de la protection des victimes de torture est très souvent la responsabilité des organisations de la société civile. C'est un problème parce que c'est quand même une responsabilité qui incombe à l'État, au premier chef. Voilà en ce qui concerne mes questions au titre du point 14. J'aimerais maintenant aborder le point 24 qui porte sur les châtiments corporels. L'État nous fait une description du cadre juridique interne régissant tout ce qui a trait au châtiment corporel, mais il semblerait que l'ensemble de lois ne permettent pas d'éradiquer la culture de violence qui prévaut et qui fait que les enfants et les adolescents sont trop souvent victimes du châtiment corporel. Alors, j'aimerais que l'État nous en dise davantage sur les mesures entreprises pour lutter contre le châtiment corporel dont sont victimes les mineurs, aussi bien au sein du foyer ou de la famille, et c'est justement là que j'insiste sur l'aspect changement de comportement ou de culture. Mais j'aimerais que vous me disiez également si vous entreprenez des mesures pour lutter contre le châtiment corporel à l'école. Même si vous nous avez donné des informations,
j'aimerais en savoir davantage donc sur ce que vous faites pour lutter contre le châtiment corporel à la maison, à l'école et aussi dans les institutions spécialisées pour ces jeunes. Dans l'article 56 de la Constitution, il est fait allusion au fait que l'État se doit d'aider la famille, qui est quand même, elle aussi, reconnue comme étant responsable de ces pratiques. Mais enfin, les informations qui y figurent sont assez laconiques. J'aimerais donc que vous nous éclairiez. Enfin, ma dernière question porte sur le système de justice pour mineurs. Et je vais insister sur le terme de système. À notre sens, un système judiciaire digne de ce nom devrait en effet être mis en place. Vous avez certes fait allusion à un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale. Je me félicite également que la section 8 de ce nouveau Code de procédure pénale intègre le système de justice pour mineurs. Mais un système en bonne et due forme ne dépend pas uniquement d'une réforme du Code de procédure pénale, mais davantage d'un changement de la façon dont est perçu l'accès à la justice par ces mineurs. En effet, la Convention des droits de l'enfant prévoit non seulement un traitement spécial et différencié à l'adresse des mineurs, mais aussi la formation et la création de mécanismes spécialement conçus à leur intention. Et vous ne faites pas du tout allusion à cette partie du système. Aussi, j'aimerais savoir si dans le projet de loi dont vous avez parlé et qui porte sur la protection de l'enfance, vous avez envisagé d'aller davantage dans le sens d'une justice pour les mineurs. Et puis, tout ce qui porte sur le traitement accordé à ces mineurs ou encore sur les conditions de détention de ces mineurs doit également être une priorité pour vous. Vous avez fait mention de l'adoption d'un plan d'action, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment tout cela se traduit dans la réalité. Autre question qui a suscité une confusion chez nous. Vous nous dites que les articles 28 à 30 du Code pénal prévoient la responsabilité pénale des jeunes âgés de 15 à 18 ans. Vous nous dites qu'ils sont responsables donc sur un plan pénal, mais que l'on ne peut pas condamner des jeunes de moins de 15 ans. En revanche, nous avons été saisis d'informations contradictoires portant à croire que un jeune est responsable pénalement à compter de l'âge de 13 ans. Alors, au regard de ces informations contradictoires, eh bien, j'aimerais savoir exactement à quel âge a été fixée la responsabilité pénale et dans quelle mesure les amendements apportés au Code de procédure pénale auxquels vous faisiez allusion vont aller davantage dans le sens des mineurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rodriguez-Restia. Je rappelle simplement qu'en ma qualité de président d'un organe conventionnel, eh bien, je me dois de veiller à une répartition égale des interventions. Je n'ai jamais interrompu mes collègues. Loin de moi l'idée de commencer aujourd'hui, mais je ne voudrais pas que la délégation n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. Donc, j'appelle de mes vœux une meilleure attention du temps qui est accordé à chacun des orateurs. Et là, je m'adresse aux membres, bien sûr. Monsieur Flinterman, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à la délégation d'avoir répondu aux questions qui ont été posées hier. J'aimerais aujourd'hui aborder les points 16, 17, ou plutôt 15, 16 et 17. Qui porte sur des droits essentiels contenus dans les articles 9 et 10 du pacte. Alors, s'agissant du point 15, mise en œuvre par l'État partie de ses obligations au titre de l'article 9 qui prévoit, entre autres, que nul ne saurait être victime de détention ou d'arrestation arbitraire et que toute personne détenue pour des motifs d'ordre pénal doit être déférée devant un juge dans les meilleurs délais ou devant une autorité compétente. Alors,
Comment est-ce que vous interprétez le terme de « rapidement » si, en effet, le pacte prévoit dans sa jurisprudence qu'une personne doit être déférée le plus rapidement possible devant un juge. Nous sommes en train d'ailleurs d'élaborer une observation générale à ce sujet, puisque notre comité accorde la plus grande importance au terme de « rapide ». Nous savons également qu'en fonction des circonstances, disons, la rapidité peut varier, mais qu'elle ne doit quand même pas dépasser un certain délai. En général, nous parlons de 48 heures, c'est-à-dire que le prévenu ne doit pas rester plus de 48 heures avant d'être déféré devant un juge, donc, et de participer à une audience. Si j'insiste sur ce point, eh bien, c'est parce que j'ai été quelque peu préoccupée par la réponse fournie par l'État partie au titre du point 15, dans laquelle l'État nous informe que l'accusé doit être déféré devant un juge dans un délai maximum de 15 jours suite à la présentation du mandat d'arrestation ou mandat d'arrêt. Alors, d'après nos informations, cette période de 15 jours est très souvent non respectée, c'est-à-dire qu'elle est, on la dépasse dans des provinces assez nombreuses. Le prévenu doit attendre plusieurs mois avant d'être déféré devant un juge. Aussi, la question que j'adresse à la délégation est de réagir ou de nous donner, disons, des informations complémentaires, puisque la loi et la pratique semblent ne pas être conformes à l'article 9 de notre pacte. Dans le paragraphe 32 de la liste des points à traiter, vous nous informez que le Code de procédure pénale prévoit qu'un agent de police ou des autorités compétentes, quelles qu'elles soient, doivent veiller à ce que ces délais soient respectés, faute de quoi des sanctions sont encourues. Alors ma question, Madame la Ministre, est la suivante. La délégation pourrait-elle nous donner des exemples concrets d'affaires dans lesquelles ce type de sanctions aurait été imposé en cas de manquement, justement? Je regrette de ne pas avoir obtenu de réponse à l'élément relatif à la durée de détention maximale avant, là encore, d'être déféré devant un juge, et j'aimerais que vous nous apportiez un complément d'information à ce sujet. Et cela m'amène, Monsieur le Président, à la question numéro 16, la question qui porte sur les conditions de détention en milieu carcéral. Et j'aimerais, bien sûr, remercier l'État partie d'avoir lui-même reconnu les grandes difficultés qu'il a alors qu'il s'efforce de souscrire à ses obligations et de faire appliquer l'article 10 de notre pacte. Bien sûr, vous faites face à un conflit prolongé, vous faites face à des difficultés d'ordre économique extrêmement difficiles, mais la prison de Bimpa a été construite pour 800 détenus et elle en compte aujourd'hui plus de 3400, ce qui est un grave problème. Je pourrais vous donner d'autres exemples, la liste est longue, mais je ne le ferai pas. J'aurai encore quelques questions pour lesquelles j'aimerais que vous m'apportiez des éclaircissements. Le ministère, avec le concours d'organisation de la société civile, effectue des visites dans diverses prisons du pays, et ce, pour faire des propositions concrètes visant à l'amélioration des conditions de détention. Alors, pourriez-vous nous donner des exemples plus concrets si amélioration des conditions de détention il y a eu suite aux propositions formulées? Et puis, j'aimerais également savoir si les détenus peuvent déposer des plaintes s'ils estiment que les conditions de détention ne sont pas les plus idoines. Y a-t-il des mécanismes aux portes desquels ils peuvent aller frapper? Dans le paragraphe 37 de la liste des points, vous nous informez que
les grâces présidentielles ont donné lieu à une réduction considérable de la population carcérale. Mais vous nous dites également que le taux d'occupation carcérale a considérablement augmenté en 2014. Alors j'aimerais savoir ce qui explique, disons, les incohérences de ces informations. Et puis, j'aimerais savoir si la délégation estime que la cause principale de la surpopulation carcérale tient justement au nombre considérable de placements en détention préventive ou provisoire, c'est-à-dire avant jugement. N'avez-vous pas envisagé de prendre des mesures autres que carcérales, c'est-à-dire des mesures destinées à éviter un recours trop fréquent à la détention préventive? Et puis, Monsieur Pierre Cavelier-Bonimpa, président de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes, est-il toujours emprisonné? Et ce, malgré le fait qu'il ait plus de 60 ans et qu'il satisfait à tous les critères de remise en liberté, tels que prévus dans la circulaire distribuée récemment par le ministère de la Justice. À ce titre, j'aimerais savoir quelles mesures l'État partie entend prendre pour séparer les détenus femmes des détenus hommes, non seulement dans les prisons, mais aussi dans des conditions de détention préventive. Cela vaut également pour les délinquants juvéniles. Comment veillez-vous à ce qu'ils soient séparés des adultes? Enfin, je regrette les réponses assez laconiques de la délégation concernant les décès en milieu carcéral. En effet, la société civile a attiré notre attention sur un cas particulier, le cas de M. Bienvenu Bouzoukourou, décédé en mars 2014 dans la prison de Bimpa. Une commission d'enquête semble avoir été diligentée, un rapport semble avoir été rédigé, mais il n'a pas été rendu public. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si la délégation pourrait nous donner des informations complémentaires autour des circonstances du décès de ce monsieur. Voilà, merci Monsieur le Président, j'espère m'en être tenu autant que vous estimiez imparti. Absolument, vous avez été exemplaire, Monsieur Flinterman, merci bien. Madame Waterval, vous êtes la suivante, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aurais une question à poser à la délégation au titre du point 18 de la liste, qui porte sur la liberté de circulation. Le comité se félicite de la mise en place du Bureau national pour la protection des réfugiés et des personnes apatrides. Vous souhaitez trouver des solutions durables pour aider autant que faire se peut les personnes déplacées internes. Nous nous en félicitons. Nous saluons également l'octroi du statut de demandeur d'asile à des ressortissants congolais qui auraient fui, donc notamment la région nord-est de la RDC. Nous nous félicitons également de ce que vous ayez octroyé des cartes d'identité à tous les réfugiés âgés de 14 ans et plus, et ce, à compter de 2005. L'octroi de permis de résidence ou de permis de séjour provisoire à tous les demandeurs d'asile, y compris aux personnes d'origine omani, dont la nationalité ne serait pas déterminée, est également à saluer. Mais nous aimerions que l'État, dans ses efforts, envisage de retirer les réserves qu'il a présentées à la Convention de 1951 concernant donc le statut des réfugiés. Et puis, nous vous invitons instamment à octroyer la nationalité à des enfants qui, à défaut, courent le risque d'être apatrides puisqu'ils sont nés de parents apatrides ou de parents dont la nationalité n'est pas connue, ou encore de parents ressortissants étrangers ne pouvant pas transmettre à leurs enfants leur nationalité si l'enfant est né à l'étranger.
Et puis, nous aimerions également que vous poursuiviez vos efforts d'enregistrement et de réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie et je remercie par avance la délégation des réponses qu'elle voudra bien nous fournir. C'est moi qui vous remercie, Madame Waterval. Madame Adjodina, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais aborder les questions 19, 20 et 26. Au titre du point 19 qui porte sur le système judiciaire, j'aimerais tout d'abord féliciter les autorités burundaises pour les efforts déployés afin de combler les lacunes déplorées dans les institutions judiciaires au jour d'aujourd'hui. Vous avez, comme je le disais, déployé de nombreux efforts, ce qui a donné lieu à une augmentation considérable du nombre de juges, d'après ce que vous nous dites dans vos réponses. C'est tout à fait louable. Mais lorsque je regarde l'annexe 2 de la liste des points, ou des réponses à la liste des points, eh bien, je constate que en 2005, ce que vous appelez les arriérés judiciaires sont passés donc de 24 000 à 67 000. Et il semblerait donc qu'il y ait eu une augmentation considérable en l'espace de 8 ans. Augmentation considérable en fait des cas, des affaires traitées par le système judiciaire, donc ce qui est peut-être le fait de défaillance des procédures judiciaires. Et ce que j'aimerais savoir, eh bien, c'est ce qui explique cette augmentation considérable des retards dans les traitements des dossiers. En outre, vous nous dites que c'est le président qui est le garant de l'indépendance du système judiciaire et que la commission du système judiciaire lui prête main forte pour veiller à ce que ce soit bien le cas. Alors, quelles sont les ressources financières, humaines et logistiques déployées, s'il en est? Il semblerait que l'allocation de ces ressources pose de nombreux problèmes pour faire fonctionner comme il se doit le système judiciaire. Alors, est-ce qu'il y a des faits nouveaux? Est-ce que la situation s'est vue améliorer au fil des ans? Pourriez-vous m'en dire davantage à ce sujet? Et puis, j'aimerais que la délégation m'indique dans quelle mesure l'indépendance du système judiciaire est protégée de toute interférence de la branche ou du pouvoir exécutif, plutôt. Alors, l'aide juridique, en fait, l'aide juridictionnelle, et là j'en arrive au point 20, c'est la question suivante que j'aimerais vous poser. En effet, les couches de population les plus démunies se voient privées d'une aide juridictionnelle à laquelle ils pourraient prétendre, et ce parce qu'elle est beaucoup trop onéreuse. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Vous disiez que vous aviez organisé une conférence l'année dernière avec toute une série de partenaires au cours de laquelle vous avez discuté d'un certain nombre d'éléments pertinents. Est-ce que cette conférence a permis d'apporter des améliorations? Vous disiez que les bailleurs de fonds avaient fait les promesses de dons mais qu'elles étaient encore attendues. J'aimerais en savoir davantage là-dessus. Et comment la situation évolue. Et puis, comment est-ce que le Burundi entend mobiliser les ressources dont il dispose pour aider les plus pauvres et les plus démunis à avoir accès à des avocats commis d'office, donc qui pourraient donc proposer leurs services à titre gracieux. Enfin, j'en viens au point 26. Il semblerait que la minorité Batwa soit la seule minorité reconnue en tant que telle au Burundi et qu'elle, d'après ce que vous nous disiez, ne rencontre pas de difficultés majeures dans la réalisation de ses droits. C'est tout à fait positif, mais il semblerait également que cette communauté, à bien des égards, disons, reste assez marginalisée. Et si j'ai bien compris, une association
s'est créé au sein de cette minorité afin que les enfants puissent bénéficier donc d'une meilleure éducation notamment. Mais ce que j'aimerais savoir, si des mesures législatives ou disons pratiques ont été prises pour se pencher sur la discrimination dont sont victimes certaines minorités au sein de la société. Comment est-ce que les autorités entendent promouvoir une représentation plus importante de la minorité batois au sein du service, au sein de la fonction publique, mais aussi des administrations locales, municipales et autres. Merci beaucoup. Thank you, Ms. Majordina. Merci, Madame Majordina. Monsieur Salvioli, vous êtes l'orateur suivant sur ma liste. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et à nouveau, j'aimerais remercier la délégation pour cet excellent dialogue. J'aimerais aborder les points 21, 22, 23 et 27. Concernant le point 21, dans un premier temps, la loi relative à la presse semble poser problème au regard, disons, des principes qui sont censés être appliqués en matière de liberté d'expression au titre de l'article 19 de notre pacte et au regard de l'observation générale numéro 35 que nous sommes en train d'élaborer. Alors, je ne vais pas entrer en matière et vous donner un trop grand nombre d'exemples, mais j'aimerais m'arrêter sur un certain nombre d'éléments. Les journalistes, semble-t-il, doivent révéler à grand renfort d'information leurs sources d'information. L'article 18 de la législation en vigueur prévoit en effet que la source doit être divulguée lorsque des questions touchent à l'ordre public, au secret défense, à la sécurité de l'État ou encore à l'intégrité physique ou morale d'une personne. C'est-à-dire que un journaliste se doit toujours de divulguer ses sources parce que, disons, quels que soient les faits qu'il évoque, eh bien, tous les éléments que je viens d'évoquer ressortent toujours à un moment ou à un autre. Et dans ce contexte, le droit de recevoir et de diffuser des informations telles que notre pacte l'envisage, ou disons de la façon dont notre pacte l'envisage et de la façon dont notre observation générale 35 l'envisage, sont un petit peu mises à mal. Et puis, les articles 19 et 20 de la loi relative à la presse imposent un grand nombre de restrictions autour de questions que pourraient couvrir les journalistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas habilités, ils ne sont pas en mesure de discuter d'un certain nombre de points. Et j'aimerais savoir comment vous estimez que cela est compatible avec le principe de la liberté d'expression. D'après nos informations, certains journalistes ont même ont été, disons, traduits en justice alors qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions. Monsieur Alexis Nubinouba est l'un d'entre eux, semble-t-il. Il aurait donc donné des informations sur l'ingérence du pouvoir juridique dans des affaires judiciaires. Et c'est après cela qu'il aurait été convoqué par le ministère public pour rendre des comptes des accusations en question. Alors évidemment, cet incident n'est pas vraiment conforme à la garantie de l'exercice du droit à la liberté d'expression dans l'État partie. La nouvelle loi sur les manifestations publiques en vigueur dans l'État autorise les fonctionnaires administratifs de l'État à participer aux réunions des associations. Ils ont le droit de participer aux réunions dans les faits. Et ils peuvent également suspendre, annuler ces réunions selon certains critères très vastes. Depuis 2009, il n'y a pratiquement eu aucune autorisation délivrée pour des manifestations d'entités qui dénoncent régulièrement des violations des droits de l'homme.
Nous avons également pris connaissance de difficultés rencontrées par les partis politiques quant à leur capacité à fonctionner correctement pour remplir leur mission. Pour ce qui est des points 22 et 23, les questions du comité vont plus loin que les réponses qui nous ont été données par l'État. Et je souhaiterais donc soumettre à nouveau les questions figurant dans sous ces points. S'agissant des événements de Gatumba, l'État nous dit qu'il n'y a eu aucune interruption du travail d'information quant à ces faits. Pourtant, il n'a pas été possible de diffuser des informations sur ces faits. Par ailleurs, lorsqu'un journaliste n'a pas respecté cette interdiction, il a été appelé à rendre compte au ministère. Il a dû expliquer pourquoi il avait diffusé des informations sur ces faits en dépit de l'interdiction. Il y a différents cas similaires, mais nous avons des informations claires sur certains cas. Et si l'État souhaite que je les mentionne nommément, je peux le faire. Pour ce qui est de la liberté d'association, cette question est liée à une autre question abordée plus tôt. Il s'agit de la pénalisation de l'homosexualité. Les associations de défense des droits des personnes homosexuelles ne peuvent être mises sur pied ni œuvrer en faveur de la non-discrimination basée sur des raisons basées sur l'orientation sexuelle. Et c'est donc un problème qui est lié à ce dont nous avons discuté dans la première partie des questions. J'en viens maintenant au point 23. L'État n'apporte pas de réponse à ces questions. On nous dit qu'il y a eu certaines difficultés, qu'il a été obligé d'appliquer la loi, mais c'est une réponse très générale qui n'apporte pas de réponse à nos questions. Et plus précisément aux informations concernant les violations de droit à la liberté d'expression, d'association, de manifestation qui ont eu lieu lors des élections communales. Monsieur le Président, permettez-moi de passer maintenant au dernier point lié à la diffusion du pacte et à la participation de la société civile dans l'élaboration du rapport. La chef de délégation nous a dit que la participation de la société civile s'est produite comme de coutume, mais sans donner plus de précision. Je souhaiterais donc avoir plus d'informations sur les organisations qui ont, dans les faits, participé à l'élaboration de ce rapport. Je formule cette demande parce que les informations que nous avons reçues de la part des organisations de la société civile, dans les rapports soumis au comité, divergent considérablement des informations qui nous sont fournies par l'État dans son rapport. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que je me pose des questions sur la participation effective des organisations de la société civile dans l'élaboration de ce rapport. J'en ai terminé avec mes questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur Salvioli. Madame Chanet. Madame Chanet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, à cette heure, je voulais simplement m'associer aux questions qui ont été posées par Monsieur Flinterman sur la détention et sur la conformité de la loi et de la pratique au Burundi avec l'article 9. Et bien sûr, les 15 jours, c'est beaucoup trop long
dans la loi, et si en plus c'est pas appliqué, alors là, c'est un peu inquiétant. Je voulais simplement compléter sur ce sujet en demandant à la délégation à quel moment l'avocat intervient dans la procédure au Burundi. Est-ce qu'il y a un avocat au stade de la garde à vue ou est-ce que c'est simplement devant le juge d'instruction? Madame le ministre, dans votre présentation, vous avez évoqué le code de procédure pénale et beaucoup d'innovations très intéressantes, en particulier les travaux, l'introduction des travaux d'intérêt général. Je pense que vous n'avez pas encore suffisamment de recul pour nous dire comment, quelles sont l'appréciation qu'on peut porter sur cette mesure. Je vois que vous avez également, ce qui est une obligation au regard du pacte, de l'article 10 du pacte, entériné le fait qu'il faut séparer les mineurs des adultes. Également, vous dites les hommes et les femmes, mais ça, c'est pas dans le pacte. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi c'était pas dans le pacte. Séparer les hommes et les femmes, peut-être parce qu'il fallait pas qu'il y ait de baisse de natalité dans les prisons. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut séparer les condamnés des non condamnés. Et là, j'aimerais bien savoir si vous avez respecté l'article 10 du pacte en faisant cette séparation des condamnés et des non condamnés. Ensuite, vous faites état très souvent des états généraux de la justice, et à part le fait que vous avez beaucoup augmenté le nombre de magistrats à la suite de ces états généraux, est-ce que vous pourrez nous dire, peut-être nous faire parvenir ça dans des informations qui peuvent nous être envoyées dans un très court délai, quels sont les acquis de ces états généraux de la justice, indépendamment du nombre des magistrats? Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame Chanet. Le prochain orateur sur ma liste, c'est Monsieur Zlatescu. Monsieur Zlatescu, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadeur. Nous sommes tous conscients du fait que le Burundi récupère difficilement d'une longue histoire de conflits armés. Le gouvernement doit relever le défi et accepter les critiques légitimes et se préparer aux élections 2015. Je vais donc répondre aux questions 21, 22 et 23. Poser des questions dans ce contexte. Les journalistes, en ce qui concerne les journalistes vivés, je souhaiterais parler de l'harcèlement des militants de la société civile. Le Burundi a une société civile qui se fait entendre et des médias également très présents, mais beaucoup de journalistes ont été harcelés, intimidés et questionnés concernant leur travail et ont été menacés d'être traduits en justice. Parmi ceux qui ont été ciblés, Patrick Nyonkoro, un journaliste qui a été blessé par un officier de police alors qu'il tentait de faire rapport sur une question d'ordre civil. Hassan Rouvakouki, qui a été emprisonné pour 2 ans et qui avait été au départ accusé pour être emprisonné à vie, et un autre journaliste a été attaqué et frappé avec des machettes dans sa propre maison. Il s'agit de Willy Abagendikindi. Et il ne s'agit là que d'une poignée d'exemples parmi les nombreux rapports dont nous avons pris connaissance au sein de l'ONU. En février 2013, des journalistes ont manifesté pour soutenir Rouvakouki à Bujumbura. Ils ont été chassés brutalement avec des gaz lacrymogènes. En été 2013, les lecteurs en ligne du forum du principal journal du Burundi, Iwaku, ont été suspendus pendant 30 jours par le Conseil national des communications du Burundi, accusés de violer les dispositions juridiques d'un ordre public et de la sécurité, auxquelles s'ajoutaient des accusations d'incitation à la haine ethnique, justification de crimes et insultes aux chefs d'État. Human Rights Watch a fait rapport sur le fait que le gouvernement poursuit ses mesures contre la liberté de la presse en juin, faisant fi des objections nationales et internationales. Comme nous l'avons appris de la citation dans la question 22 sur la liste des points, la loi remet en question la protection des sources et limite le nombre de sujets pouvant être abordés par les journalistes. Elle pénalise essentiellement des commentaires sur des questions telles que l'augmentation des prix, l'ordre public et les homicides politiques. Des améliorations opérées par l'Assemblée nationale quant à la loi sur les manifestations publiques et les réunions publiques a inclus certaines propositions qui ont été faites par les ONG du Burundi, mais cette ébauche stipulait qu'un officiel administratif
choisi pour participer à ces manifestations publiques a le droit de les interrompre dans l'objectif de sauvegarder l'ordre public. Le parti au pouvoir du Burundi perpétue une campagne sans relâche d'intimidation contre les critiques du gouvernement. Et il est également question ici des membres de l'Imbonerakure, la Ligue des jeunes du Conseil national pour la défense de la démocratie, les forces de défense pour la démocratie, CNDD-FDD, qui sont responsables de faits d'une extrême violence, tels que des meurtres, des passages à tabac, des viols, des menaces ou une coercition contre ceux qu'ils estiment être leurs opposants et d'autres Burundais. Le rapport d'Amnesty International exprime dans quelle mesure les Imbonerakure font partie de comités de sécurité mixtes que le gouvernement met en place dans le pays entier. L'on constate également qu'ils ne participent pas seulement au niveau local et au niveau de la sécurité, mais qu'ils détiennent également des suspects et qu'ils exercent souvent un certain contrôle sur la police et l'administration locale. Le gouvernement a récemment confirmé que les Imbonerakure sont soutenus par l'État, ce qui soulève des questions graves et urgentes concernant l'application du pacte au Burundi. Merci. Merci, Monsieur Zlatescu. Monsieur Chani a maintenant la parole. Dernier intervenant. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est déjà, je souhaite avec un certain retard souhaiter la bienvenue à la délégation et les remercier pour les réponses très exhaustives qui ont été fournies. J'ai une question concernant un point qui n'a pas été inclus dans la liste des points, mais qui est lié à d'autres questions que nous avons abordées, la liberté de mouvement et le travail forcé. Pourriez-vous nous fournir de plus amples informations sur le programme de travail communautaire du samedi matin et quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir la nature bénévole de cette activité? Pourriez-vous également réagir à des préoccupations concernant les restrictions de voyage pendant les heures de ce programme de travail communautaire et comment ces restrictions sont appliquées, exécutées par des blocus sur la route? Pourriez-vous également nous expliquer dans quelle mesure vous estimez que cela est compatible avec les articles 8 et 9 du pacte? Merci. Merci, Monsieur Chani. Nous avons épuisé la liste des orateurs. Je n'ai rien à ajouter pour ma part. Il est 12:15. Je vais maintenant suspendre la réunion pendant 15 minutes. Nous reprendrons donc à midi. Et la délégation disposera d'environ 50 minutes pour nous fournir des réponses. C'est un peu moins que ce que j'aurais souhaité, mais ils pourront également nous apporter des réponses par écrit au cas où ils n'auraient pas le temps de répondre à certaines questions ce matin.